Eh bien, nous poursuivons nos rencontres ici à Sontexpo ce mardi 21 mai. Nous recevons à tout seigneur, tout honneur, nous recevons Marie Daudet. Bonjour madame, vous êtes Bonjour. la directrice générale de l'organisation des soins et nous recevons Lamine Garbi, bonjour, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. C'est important ce débat que nous avons. Nous sommes heureux de vous retrouver parce que l'actualité est très importante dans le secteur à la fois de l'hôpital et d'une manière générale de l'organisation de notre système de santé. On a plusieurs sujets que l'on voudrait aborder avec vous. On pourrait peut-être commencer par les autorisations, c'est un sujet important qui a toujours été un sujet important pour les opérateurs, quels qu'ils soient, les autorisations d'exercer leur activité. Il y a une réforme là dans ce secteur, où est-ce que l'on en est ? Alors, comme vous le savez, cette réforme est une réforme de grande ampleur, et effectivement, qui a été préparée sur de longs mois par la DGOS, qui concerne environ, on va dire, une quinzaine d'autorisations aujourd'hui d'activités de soins et d'équipements lourds. Tous les décrets qui modifient les conditions d'accès à ces autorisations ont été pris. Et donc, on se trouve maintenant dans la phase, effectivement, où on met en œuvre cette réforme. Dans le cadre des nouveaux PRS des ARS. Donc tous les ARS ont déposé... Les plans régionaux de santé. Oui, tout à fait, les plans régionaux de santé. Tous les PRS ont été déposés en novembre 2023. Donc là-dessus, les délais ont été tenus. Et maintenant, les ARS vont ouvrir au fur et à mesure ce qu'on appelle des fenêtres d'autorisation pour que les détenteurs ou les offreurs de soins ou les détenteurs d'une autorisation puissent déposer leur dossier. Donc ça va se faire au fur et à mesure en 2024 et en 2025. Comment, quand on est opérateur d'établissement et fédération également, on vit cette période? Comment on la voit? On se met surtout à la place des ARS parce qu'ils n'auront jamais le temps de lire tous nos dossiers. Donc c'est vrai qu'on se dit ça va être un peu compliqué. Et puis surtout les passages en XOS, ça va être des journées interminables. En XOS. Comité stratégique. Oui, de l'offre de soins, c'est le comité dans lequel qui émet un avis sur le dossier présenté. Non, blague à part, la loi Valtou a quand même simplifié. On a moins de dossiers à déposer, ce sera un peu plus étalé et donc il y aura des dossiers qui seront de manière allégée. C'est ce qu'on avait demandé, donc c'est quand même un point positif. Exactement. Donc les deux... On dit merci, monsieur Valtou. Oui, Marie, je fais votre service après-vente. Hein. Merci à vous. Donc effectivement, la loi Valtou a permis de simplifier les choses et donc sur 24 000 autorisations existantes aujourd'hui, il y a à peu près 7 000 autorisations pour lesquelles la loi a prévu, et il y a un décret qui est sorti le 25 mars dernier, la loi a prévu qu'on puisse avoir une procédure simplifiée et notamment qu'on se dispense du passage devant l'Axos. Donc en cela, ça va aider les offreurs de soins et par ailleurs, on a mis en place un système d'information qui permette un dossier unique, une demande de dépôt unique qui permettent de ne pas avoir à redéposer les mêmes pièces jointes et donc d'alléger également le processus. Oui, pour quelqu'un qui connaît moyennement ça, enfin qui le vit différemment de ce que vous le vivez, Lamine Garbi, c'est des autorisations par établissement, c'est des autorisations par activité? Par activité de soins, à durée déterminée. Et c'est vrai qu'on demandait, nous, une durée indéterminée. On n'a pas été suivi, mais il y a un allongement de 7 ans au lieu de 5 sur l'autorisation. Alors, donc, il y a des secteurs où c'est plus compliqué que d'autres? Si l'autorisation cadre avec le schéma régional de l'offre de soins, il n'y aura pas de souci. Mais si l'autorisation ne cadre pas, oui, il peut y avoir un souci de renouvellement. Mais je n'ai pas identifié sur les territoires de tension particulière sur un établissement qui serait menacé. Et puis aujourd'hui, la politique n'est pas à la réduction de l'offre de soins. On manque d'acteurs, on manque de médecins. Donc on n'est pas pour... Et là, on est traité, pour faire un peu de pédagogie, quel que soit le secteur d'activité, privé, public, on est traité de la même manière? Oui, comme toujours, comme dans tous les domaines. Est-ce qu'on peut parler... Vous voulez rajouter? Oui, non, je voulais faire de l'humour à deux balles. On est traité comme pour la campagne tarifaire, mais ce n'est pas le sujet avec Marie, on a dit qu'on n'en parlerait pas. On a réglé les problèmes tout à l'heure avec Marie, donc on est à jour là. Et ceux qui filmaient, attention, parce que c'était confidentiel. Hein. Dites-moi, on voudrait aussi parler, donc, autorisation, on a à peu près calé les choses pour la période actuelle qui arrive, oui?
Oui, juste redire que c'est une réforme qui est importante pour nous, hein. C'est une réforme qui, par définition, devait renforcer la qualité et la sécurité des soins, permettre la gradation des soins, la coopération justement publique-privée et de valoriser aussi les innovations avec des autorisations qui n'existaient pas avant, de prendre en compte par exemple la médecine nucléaire, etc. Donc c'est quelque chose qui va à terme considérablement redessiner l'offre de soins sur nos territoires. C'est pas juste une réforme administrative pour embêter les ARS. Je voudrais parler avec vous de permanence des soins. Où est-ce que l'on en est là dans ce sujet-là? Ça aussi, c'est un sujet lourd. Allez-y. Alors oui, c'est un sujet lourd parce que c'est un sujet particulièrement important, là aussi dans les territoires, et notamment pour nos concitoyens. La permanence des soins, hein, c'est ce qui permet d'avoir, on va dire, la lumière allumée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment dans certaines disciplines. Donc, le gouvernement avait annoncé une réforme de la PDSES. Où est-ce qu'on en est exactement ? La loi Valletoux, a précisé les choses et notamment une responsabilité collective des établissements, quel que soit leur secteur d'appartenance, et des professionnels de santé qui travaillent en leur sein, pour pouvoir assurer cette permanence des soins. Donc dans les nouveaux schémas là, qui vont s'ouvrir, les schémas régionaux de santé, on a décalé d'1 an le schéma dit de permanence des soins pour pouvoir laisser justement le temps à la loi de se mettre en place. Donc le décret d'application devrait sortir à l'été en donnant les nouvelles règles sur les territoires, avec notamment un appel à candidature et le fait que le DGDRS doive mettre autour de la table tous les acteurs pour essayer de couvrir de la façon la plus équitable possible les territoires. Nous avons mis en place une enquête sur la PDSES pour pouvoir aider les ARS aussi dans l'établissement de ces schémas-là. Pourquoi les aider ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours une photo très claire de ce qui se fait. Et par ailleurs, la précédente enquête de cette tenue a eu lieu en 2011. Donc on trouvait ça bien de refaire un état des lieux de où on en est sur les territoires en termes de lignes de garde et de lignes d'astreinte. Donc cette enquête, elle devait avoir lieu en janvier. Elle a été repoussée à la demande des acteurs, que ce soit les acteurs privés, libéraux, privés ou les acteurs publics, pour avoir le temps de bien la remplir, puisque c'est les services et les praticiens et les médecins qui remplissent cette enquête. Donc ça donne du travail aux établissements et aux soignants. Donc il fallait bien border tout ça. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de remplissage de cette enquête. Donc ça s'achève aujourd'hui. Et on aura les résultats qu'on va traiter donc au fil de l'eau avec 2 objectifs. C'est d'abord une enquête qui est destinée aux régions, aux ARS, puisque c'est à partir de cette enquête-là qu'elles vont devoir discuter de leur nouveau schéma. Et nous, au niveau national, parce que c'est très demandé et parce que ça nous intéresse, on va retraiter les résultats et ces résultats seront publics et diffusables probablement pareil à l'été, à la fin du mois de juin. Donc on aura le décret qui va sortir, l'enquête qui sera publiée, des outils aussi qui seront mis à la main des ARS, notamment un outil de l'ANAP pour voir comment on peut mettre en place des lignes de PDSES un peu mutualisées ou alternées, des outils un peu innovants. Et à partir de là, on espère que les choses vont se mettre en place. Il y aura un appel à candidature à la rentrée et des nouveaux schémas de PDSES à partir de l'année prochaine. Et pour cela, on espère que tout le monde va jouer le jeu, acteurs privés comme acteurs publics, que tout le monde va se mettre autour de la table. Comme vous le savez, la PDSES aujourd'hui, elle est assumée à 85% par les établissements publics, à 15% par les établissements privés. Les établissements privés demandent à avoir une part et à prendre leur part dans cette procédure. C'est pour ça d'ailleurs que tout ça a été mis en place également. Et vous êtes d'accord ? Et je suis entièrement d'accord, bien évidemment, qu'il faut d'abord il faut que l'effort soit partagé et il faut que les coopérations sur le territoire entre le public et le privé puissent se faire de la façon la plus fluide possible. C'est extrêmement important pour notre système de santé. Vous êtes d'accord aussi ? Alors moi, je dois faire face à 2 injonctions paradoxales, mais majeures. La première, moi je porte depuis des années la participation du secteur privé qui représente 6%. 15% c'est privé avec l'associatif. Nous c'est 6%. Mais, et ça a été dit ce matin à la table ronde avec nos amis médecins, on réalise beaucoup plus que 6%. Et ils le font, ils l'ont dit eux-mêmes, gratuitement. Alors d'un côté, le gouvernement ou ceux qui ne nous aiment pas disent de toute façon, parce que j'ai tendu la main sur la PDS, ça fait partie des discussions que nous avons aujourd'hui avec notre ministre délégué à la Santé, d'un engagement du secteur privé vers cette permanence des soins. Donc j'ai répondu oui, on va y aller. Ceux qui ne nous aiment pas nous disent vous n'irez pas. Et les médecins qui veulent y aller nous disent mais les ARS ne vous donneront jamais les lignes de garde parce que ce sont des lignes qui sont rémunérées. Donc quand c'est rémunéré, on fait toujours attention, dichotomie public-privé.
Si nous n'avons que 6% des lignes rémunérées, ce n'est pas forcément le hasard. C'est parce que l'hôpital public a raflé toutes les lignes rémunérées. Voilà. Donc moi, je vais être extrêmement vigilant quand on va répondre à l'appel d'offres qui va être transparent parce que ce sont des données chiffrées. Lorsque nous pouvons répondre, si on n'est pas sélectionné, il faudra qu'on m'explique pourquoi sur les territoires on n'est pas sélectionné. Qu'on m'explique. Il y aura une explication. Parce qu'il y aura peut-être 2 lignes concurrentes et qu'on va donner à l'un ou à l'autre, ce n'est pas le problème. Mais si sur un territoire on est les seuls à avoir cette ligne, où on est les plus forts en termes de volume de médecins disponibles et qu'on ne l'a pas, là, je ne serai pas content. Mais au-delà de la volonté du patron national des cliniques privées, toutes les cliniques privées sont d'accord pour y aller ? Non, ce sera un appel d'offres. On ne peut pas répondre sur une ligne de garde si on n'a pas les médecins. Donc dire que les médecins, les moyens, oui, et l'envie. L'envie, les médecins l'ont parce qu'ils le font déjà gratuitement. Je ne suis pas inquiet sur l'envie. C'est-à-dire que les médecins répondent à leurs confrères lorsqu'ils sont appelés la nuit et les week-ends. Ils le font déjà, sinon il n'y a pas d'activité possible. Mais tout le monde ne va pas y aller, ça j'en suis extrêmement convaincu. C'est sur de l'envie, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de médecins qui le font aujourd'hui de manière spontanée et gratuite et qui vont dire je vais être rémunéré pour ma pénibilité. C'est le terme à la mode. Alors, peut-être relativiser le terme gratuitement, parce que je pense que les médecins sont payés. Mais en revanche... Pas pour l'astreinte. En revanche, effectivement, il y a des lignes, ce qui est dit, c'est que ça fonctionne comme ça. Donc les personnes travaillent, elles sont bien rémunérées. Mais les lignes derrière ne sont pas... Il n'y a pas de crédit supplémentaire alimenté par l'ARS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que va nous montrer l'enquête, et c'est à ça que ça servait aussi, c'est d'avoir un état des lieux pour voir exactement, dans chaque territoire, exactement qui fait quoi. Et on va peut-être s'apercevoir d'ailleurs que ces lignes gratuites, entre guillemets, à certains endroits, elles n'étaient pas forcément nécessaires ou au contraire, elles remplissaient un vrai besoin et qu'il faut les pérenniser. C'est l'objectif en fait de cette discussion qui va s'engager. Et bien évidemment, et les DG d'ARS le savent, et ça a été dit et c'est porté par le gouvernement, il faut le faire sans a priori et je le redis, l'objectif c'est vraiment que les acteurs puissent collaborer ensemble, coopérer et que ça se fasse au niveau territorial au bénéfice du patient. Parce que derrière ces discussions publiques-privées, il y a des patients et c'est bien évidemment aux besoins des patients qu'il faut qu'on réponde tous collectivement. Un chiffre, notre objectif, nous avons aujourd'hui 6% des lignes rémunérées, c'est qu'on arrive à 35%, c'est-à-dire la part d'activité du privé lucratif. Parce qu'on est bien d'accord que l'on est vraiment là au centre. Vous me direz, il y a plusieurs centres de problèmes. Mais enfin, celui-là est une vraie question que les Français et les Françaises nous posent, hein, la permanence des soins. C'est quand même... Dans son vécu, comme on dit, c'est quand même le plus important. C'est d'être sûr que quand la maladie arrive, brutale, etc., on va trouver un médecin, une clinique, un hôpital. Tout à fait. On ne regarde pas qui va vous soigner, peut-être, mais on va en tout cas, on a besoin de quelqu'un. C'est un élément essentiel dans l'accès aux soins aujourd'hui. C'est vraiment une des briques de l'accès aux soins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette brique-là, pour des raisons peut-être... sans doute historique, pragmatique, locale, mais elle est essentiellement quand même portée par le secteur public. Donc il faut qu'on arrive à équilibrer cela. Je vous ai interrogé, Marie Daudet, plusieurs fois sur ces sujets-là. Ça s'améliore un peu, la permanence des soins, les déserts médicaux régressent-ils un peu? Est-ce que les réformes, tout le travail que vous faites donne des fruits ou on est toujours dans une situation... Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que sinon on serait tous désespérés. On se lève quand même le matin pour se dire qu'on a... Non, je vous demandais les résultats. Qu'on a un quelconque... Non, je ne vous demandais pas votre enthousiasme. qu'on a quand même un quelconque impact sur ce qu'on fait. C'est certain que c'est long. Ça met du temps à se mettre en place. Les choses qu'on met en place petit à petit, elles sont quand même assez profondément structurantes. Et donc, il faut laisser le temps à tout ça. D'abord, la revalorisation de la permanence des soins qui a été faite en début d'année 2024, ces nouveaux schémas qui vont arriver, tout le travail qu'on mène sur l'attractivité de nos métiers et là sur le métier infirmier. Tout ça, normalement, devrait à la fin créer une dynamique qu'on commence, pour répondre à votre question, qu'on commence à voir quand même. On voit qu'il y a les fameux lits fermés, on voit des lits qui rouvrent, on voit des recrutements qui repartent. Et ça, oui, bien sûr, ça nous fait plaisir. Votre avis? Non, je partage je partage ce que dit Marie, parce que c'est vrai que toute l'année, on essaie d'améliorer le système. Et les résultats font qu'on a de plus en plus d'activités. Donc ça veut dire qu'on est quand même efficient. Juste sur la PDSES, il faut quand même vérifier, parce que ce matin, en arrivant, je me suis fait alpaguer par des médecins d'Île-de-France des urgences
ils n'ont toujours pas touché leur PDSES 2023, quoi. Donc c'est vraiment compliqué pour eux de se faire rémunérer sur le travail qu'ils font et c'est réglementaire en plus. Voilà, c'est un petit message. J'ai l'impression que ça a été noté par la directrice. Oui, mais Madame Daudet est parfaitement aidante sur ce sujet-là. Donc, j'ai pas de souci, mais je pensais que c'était réglé. Et sur Antony, il y a 2 médecins qui sont venus me dire on n'a pas touché 2023. Bon, voilà. Oui, parce que j'étais un peu déprimé parce que j'ai fait une table ronde tout à l'heure sur sommes-nous au bord du gouffre. Les 3 parlementaires m'ont dit oui, on est au bord du gouffre. Bon, vous nous remontez un peu le moral ? Ah oui, il faut se remonter le moral. Il faut surtout ne pas être dans la fatalité ou le fatalisme. Les choses bougent et elles vont bouger. On n'a pas le choix. Hein. Vous avez réorganisé visiblement profondément votre direction, la direction générale de l'organisation des soins, une des grandes directions du ministère de la Santé. Quel était le but poursuivi? Où est-ce que vous en êtes? Je crois que c'est terminé, mais, voilà. Oui, mais dites-nous en quelques mots. On a terminé, donc on est effectivement assez fiers de ce travail-là qui nous aura pris une année. Hein. Une petite année puisqu'on a commencé le 1er juin dernier. L'organigramme et les textes sont parus début avril et on devrait normalement tous se regrouper physiquement dans la bonne configuration à la fin de ce mois-là. Donc c'était très important pour moi de pouvoir faire bouger les choses et réorganiser la direction et notamment de créer des sous-directions qui soient centrées autour des enjeux importants pour notre système de santé. Donc on a créé une sous-direction accès aux soins et premier recours qui regroupe au sein d'une même entité à la fois tout ce qui est structure de ville, exercice coordonné, accès aux urgences, soins non programmés, SAS. C'est le point d'entrée et c'est la sous-direction un peu l'accès aux soins territorialisés, ça n'existait pas et c'était vraiment un manque dans les politiques de tous les jours. On a créé aussi une sous-direction du financement. Vous savez que nous faisons de nombreuses réformes de financement. C'était important qu'elles soient traitées au même endroit, d'avoir une vision à 360 sur ce que l'on fait, que ce soit en psychiatrie, en SMR, sur les urgences et maintenant sur le MCO. Là, même chose, on a tout mis au sein de la même sous-direction et on a créé aussi une sous-direction prise en charge hospitalière et parcours qui va nous permettre à la fois de cibler sur des enjeux de santé mentale, des enjeux de pathologie chronique et de vieillissement et de pouvoir aussi avoir un bureau de la qualité et de la pertinence pour pouvoir remettre le patient au cœur de tout ça et d'avoir des parcours ville-hôpital qui soient plus efficients. La prévention, vous la mettez où ? Si j'étais taquine, je vous dirais, et ça ne serait pas bien du tout, la prévention, c'est à la DGS, mais bien évidemment, il faut qu'à la DGOS, on ait aussi en tête ce que peut apporter la prévention. La prévention, j'ai envie de dire, elle est partout chez nous, c'est-à-dire en lien avec la direction qui l'incarne et qui l'apporte, donc la Direction Générale de la Santé, mais elle doit être partout, et notamment quand je parle de cette direction prise en charge et parcours ville-hôpital, on a des bureaux qui travaillent en lien avec ceux de la DGS et de la DGCS. Le vieillissement, demain, ça va être un des plus gros enjeux de notre système de santé, public comme privé, ville, hôpital, EHPAD, domicile. Donc la prévention, elle doit être au cœur, y compris de la réflexion de mes agents et de mes équipes sur l'offre de soins hospitalières pour les personnes âgées. On ne peut pas juste se contenter de travailler, nous, sur l'hôpital et les cliniques qui accueillent les personnes âgées. Sur la santé mentale, même chose. On travaille bien évidemment en lien avec la DGS, mais il faut qu'on puisse que l'offre publique et privée d'accueil sur la santé mentale et la psychiatrie, elle puisse prendre en compte ces enjeux de prévention. Donc la prévention, pour nous, elle est partout. Vous vous y retrouvez ? Oui, on n'a jamais eu de soucis pour fonctionner, nous, avec la DGOS. Donc c'est une organisation qui est interne à l'administration, mais on n'a jamais eu de problème de fluidité d'échange et d'écoute. On poursuit peut-être nos réflexions. Ressources humaines en santé, c'est toujours un sujet central, notamment parce que notre secteur sanitaire et médico-social emploie beaucoup de monde, plusieurs 2 millions, je crois, 2 millions 200 000 personnes salariées. Il y a une vraie pénurie de professionnels depuis quelques années. C'est un sujet évidemment qui est également un des sujets centraux que vous avez à traiter. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui n'est pas d'ailleurs forcément propre à la France. On a un sujet d'attractivité de nos métiers
un peu partout, mais effectivement, c'est un sujet important. D'abord, on a un vrai sujet démographique sur la médecine de ville, d'un côté, avec des départs en retraite petit à petit important, une génération qui arrive à la retraite. On a la même chose côté hospitalier, avec la réforme du numerus clausus qui va mettre du temps à se mettre en place. Sur les paramédicaux et notamment sur les infirmières, aujourd'hui, plus qu'un problème de pénurie, j'ai envie de dire, parce que l'appareil de formation a fait un énorme effort ces 3 dernières années, on a beaucoup d'investissements et pour le coup, les études sont plus courtes, donc on arrive quand même à remettre plus d'énergie dans la machine. On a un sujet d'attractivité du métier et c'est à ça qu'on s'attelle et c'est à ça qu'il faut qu'on puisse s'atteler, de redonner envie et redonner du sens aux professionnels pour revenir travailler notamment à l'hôpital. Et puis 3e axe et 3e réflexion, c'est pour pallier tout ça, en attendant justement que le numerus clausus, que la fin du numerus clausus mette en place ses effets, c'est tout ce qui est délégation de tâches, partage de tâches entre professionnels, et ça c'est un sujet sur lequel on est quand même très investi à la DGOS. Il y a eu, comme vous le savez, des lois et qui ont été votées cette dernière année, et il faut qu'on arrive absolument à pouvoir mettre en place ces nouvelles organisations. Alors moi j'ai une demande sur les RH, vous le savez Marie, c'est sur les pharmaciens. Alors, on déroge quand de manière automatique? Je rappelle le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un pharmacien dans nos PUI, pharmacie à usage intérieur, il faut un bac plus 10, et nous on estime que sur certaines PUI, de manière certaine, un doctorat en pharmacie pourrait suffire. Et c'était le cas avant. Donc il n'y a plus de pharmaciens, on n'arrive plus à fonctionner, donc on ferme nos PUI, ce qui n'est pas le bon sens. Donc on aimerait avoir un droit dérogatoire pour pouvoir embaucher des docteurs en pharmacie, dont je suis aussi le représentant étant docteur en pharmacie, vous le savez. Oui, c'est les pharmaciens hospitaliers qui ne sont pas contents. Exactement. Alors Madame Daudet, quand est-ce qu'on aura une dérogation ? C'est toujours en discussion. C'est un texte, c'est des discussions qui sont sur la table. Effectivement, une des pistes de réflexion qui avait été d'ailleurs évoquée à plusieurs reprises, c'est de pouvoir avoir des remplacements, non pas des recrutements, puisqu'effectivement, il y a un DES de pharmacie hospitalière qui a été créé il y a quelques années et qui est destiné à alimenter le recrutement à l'hôpital, dans les PUI, mais de pouvoir faire face à certains remplacements avec une dérogation. C'est un texte qui est toujours, on va dire, à l'étude à ce stade. Il sort quand ? Pour l'instant, il est à l'étude, donc il ne sort pas. Les questions qui restent posées, c'est comment on garde les salariés, notamment les infirmières, mais pas que, et qui, au bout de quelques courts mois ou quelques courtes années, se découragent. Et d'autre part, peut-être des questions de salaire aussi et de rémunération. C'est souvent le sujet. Un avis là-dessus ? Ça fait partie de notre mouvement de revendication vis-à-vis de la grève du 3 juin. Donc effectivement, la revalorisation de nos salariés fait partie de nos demandes, comme je le disais ce matin, très précises. Marie Daudet là-dessus ? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, notamment sur les paramédicaux et sur les soignants, et c'est tout le mouvement qui a été enclenché par le gouvernement, c'est effectivement la partie rémunération et puis la partie conditions de travail. Et quand on travaille aussi sur l'organisation à l'hôpital, sur la qualité de vie au travail, sur les services, etc., on travaille aussi sur la qualité de vie. Sur les rémunérations, il y a beaucoup de choses qui sont intervenues. Il y a le Ségur, comme vous le savez, qui a été un mouvement massif dont les cliniques privées ont bénéficié au même titre que le public, puisqu'elles ont eu plus de 700 millions d'euros pour le Ségur, dit Ségur 1, en 2020. En 2021, il y a eu le Ségur 2, même chose, les cliniques privées en ont aussi bénéficié. Donc ça a remis aussi un peu on va dire, d'énergie dans la machine. On a eu ensuite en 2022 le point d'indice, la revalorisation du point d'indice. Et là aussi, il y a eu une transcription dans le privé. À chaque fois, les choses se font, on va dire, correctement. Et puis, on a eu les mesures dites Guérini aussi qui sont venues alimenter les choses avec en 2024
Ça, c'est pour la fonction publique, Guérini. Ouais, comme le point d'indice, hein, et comme le Ségur. Et puis à chaque fois, c'est transcrit, et donc il y a une dotation qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive dans les tarifs des cliniques privées. Donc ça, sur 4 ans, je ne vais pas refaire la chronique, mais enfin, il y a eu un certain nombre, il y a eu des montants importants, plus d'1 milliard d'euros, qui ont été délégués à ce titre pour les cliniques privées, et puis plus, bien sûr, pour les hôpitaux publics, puisqu'ils sont plus nombreux. Et la dernière mesure sur l'attractivité, c'est d'avoir joué sur les nuits. Et donc là, après, je laisserai mon collègue ou mon compagnon s'exprimer, mais effectivement, sur les nuits, c'est les mesures prises par le gouvernement, notamment au 1er janvier dernier, qui ont bénéficié notamment aux soignants du public et qui ont permis, en termes d'attractivité, d'essayer de revaloriser les nuits pour faire revenir et maintenir les infirmiers à l'hôpital. Et je mentionne quand même, parce que c'est important, que cette mesure, elle était aussi assez structurante parce qu'elle jouait sur l'ancienneté. Et donc, plus on était ancien, plus la nuit était valorisée. Et donc ça devrait nous permettre de garder les soignants à l'hôpital. Vous avez été sensible, hein, la directrice de l'organisation des soins vous dit mon collègue ou mon compagnon. Vous êtes sensible? Ah oui, Vous me faites rire, monsieur Morel. Non, tout ce qu'a dit Marie sur Ségur 1, Ségur 2, je dirais que c'était le bon temps. C'est le bon temps où effectivement on avait une équité. Mais enfin, le Ségur 1, Ségur 2, on a eu 15% de rabais. Hein. Voilà, on a eu 15% en moins que les collègues du public. Je ne sais pas pourquoi, 15% en moins. Le Guérini, il est inclus dans les tarifs à 0,3. Donc Marie dit la vérité, parce qu'elle ne ment pas, mais c'est inclus dans les tarifs à 0,3. Donc aller augmenter des salariés quand vous avez un tarif à 0,3, moi je ne sais pas faire. Donc pour moi, je considère que ce n'est pas une enveloppe dédiée au social. Et le borne n'est pas... Pardon, et le... Oui, c'est le borne, non, mais c'est indélicat de dire borne. Enfin, la mesure de Madame Borne, parce que voilà, c'est quand même une personne, nous ne l'avons pas et nous le demandons dans le cadre de notre mouvement de grève du 3 juin. D'accord. On dit un mot pour terminer sur la pluriannualité. Ça, c'est un sujet, je ne sais pas, c'est pas un serpent de mer, ça, j'en entends parler tout le temps. On l'a eu, on l'a obtenu avec Madame Buzyn, on l'a bien vécu, et puis il a disparu parce qu'il arrive à son terme. Et il n'est pas réapparu. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Qui va réapparaître. Et donc, effectivement, il y a eu un protocole qui a été signé pour 3 ans en 2020. On n'a pas eu l'occasion de remettre, on va dire, l'ouvrage sur le métier, mais on va le faire. C'est bien prévu d'avoir un nouveau protocole qui soit négocié, discuté et concerté dès cette année pour une mise en œuvre l'année prochaine, à compter du 1er janvier 2025. Et les travaux devraient commencer là dès qu'on a clôturé les sujets campagne 2024. Et je crois que c'est même à l'ordre du jour du prochain comité sur le financement de l'hospitalisation, le comité économique de l'hospitalisation publique et privée. Je crois que ce point est à l'ordre du jour, donc on va lancer officiellement en fait les concertations sur ce protocole très bientôt. Pourquoi vous avez retardé à le remettre en place? Il y a eu trop de ministres qui sont passés. Hein. Je pense qu'il a fallu sortir de la période Covid pour se dire, pour tirer le bilan de la période Covid. C'était un protocole qui était quand même, qui a été très impacté et qui a beaucoup marqué cette période-là, puisqu'il s'est déroulé de 2020 à 2022. En 2023, on a modifié la garantie de financement, on a commencé à changer les choses et on s'est dit qu'il va falloir recommencer à poser les bases, encore une fois, d'une projection pluriannuelle. Et donc là, maintenant, on y est. Je pense qu'on est sorti de la crise Covid et qu'il faut effectivement renégocier sur nouvelle base, avec, je précise quand même, un Ondam qui n'est plus à la hauteur de ce qu'il a été les années passées. Et donc pouvoir négocier et donner de la visibilité pluriannuelle sur des ressources qui sont moins importantes, c'est moins facile. Mais ce que je comprends de la volonté des acteurs, et c'est entendu, et je trouve ça bien si chacun joue le jeu, c'est que ça peut être bien aussi de partager les contraintes de façon pluriannuelle. Non, un mot de conclusion? Oui, non, vous avez eu des réponses à vos questions? Tout à fait. Et j'ai noté l'engagement pour 1er janvier 2025. Ce qui a bloqué, il faut se dire les choses, c'est l'inflation galopante, où personne ne voulait prendre le risque de bâtir des tarifs sur 3 ans avec une inflation à 4, 5, 6, 7, 8%. Aujourd'hui, c'est à peu près maîtrisé. On sait à peu près où on connaît le tendanciel, donc c'est pour ça qu'on peut reprendre les discussions. Voilà. Madame, monsieur, merci beaucoup. Eh ben, nous avons été heureux. Nous sommes allés, vous en conviendrez, j'espère avec moi, que nous sommes allés au fond de quelques sujets importants qui touchent la vie et l'actualité du secteur de la santé. Merci à vous deux.